Retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction du Mali, référendum du 18 juin, début du retour à la légalité constitutionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Après le report en mars de la tenue du référendum sur la nouvelle constitution, les autorités de la transition au Mali ont annoncé que le référendum aura lieu finalement le 18 juin prochain. Il s'agit d'une étape importante dans le processus devant aboutir au retour des civils au pouvoir au Mali. L'autorité indépendante de gestion des élections IGE a assuré mardi que les préparatifs vont bon trait et on veut pour preuve l'installation de ces coordinations à travers le pays à un taux de 90%. Alors, enfin, une étape décisive dans le processus de retour des civils au pouvoir, ou bien plutôt, selon vous, c'est comme certains le disent, un référendum qui n'est pas du ressort des autorités maliennes. Il y a certains qui pensent que voilà l'étape qu'on attendait, on y est, félicitations, mais d'autres également de la société civile, même de certaines confessions religieuses, ont décrié cette volonté de la transition d'organiser ce référendum. Quelle est votre appréciation d'abord sur le fait qu'il y ait des référendums le 18 juin? Oui, ceux qui nous suivent savent que j'ai une admiration à l'endroit d'Assimi Goïta depuis un moment. J'ai une admiration à l'endroit de l'homme, de même que les autres au niveau de la Guinée et un peu seulement au niveau du Burkina Faso. On parlera du Burkina. Je puis dire qu'il faut laisser les autorités actuellement, les autorités maliennes, aller au bout de ce qu'elles ont commencé. C'est parce que le pays n'était pas bien dirigé que les hommes qui font des bruits de bottes ont décidé de prendre les rênes. Donc ils veulent voilà, ces hommes veulent assainir d'abord le landerneau politique avant de laisser le pouvoir aux civils. Donc, pour moi, il n'est point besoin de les brusquer, de demander à ce qu'ils partent pour que les bouillabaisse d'antan reviennent encore. Donc, pour moi, les autorités maliennes ont ce plein droit d'organiser ce référendum et de superviser. Pas de s'ingérer de manière à biaiser d'une certaine façon pour que cela peut-être aille en leur faveur, mais que les autorités maliennes qui sont, on va dire, voilà, jointes au pouvoir, mais bon, ce sont des autorités maliennes, qu'elles continuent et qu'elles parachèvent ce qu'elles ont commencé. Même si la société civile est en train de crier haro sur ce que les autorités maliennes font, moi, j'apprécie la démarche d'Assimi Goïta et puis des siens sur comment nettoyer véritablement la maison Mali qui a été assez salie par le terrorisme qui gangrène toujours ce territoire. N'oublions pas, la grande partie du pays a des soucis. Donc on ne va pas quand même laisser ça à des civils pour qu'ils puissent encore se tirailler entre eux. Des clivages politiques vont encore venir. Assainissons le landerneau politique, on va voir la suite après. J'accepte le référendum qui sera conduit par les autorités maliennes qui sont des militaires. Est-ce que cette appréciation n'est pas due au fait, comme vous le disiez en début, que vous ayez une certaine admiration pour Assimi Goïta? Non, ça n'agit pas. C'est pas une réaction passionnée, non, c'est dépassionné parce que j'ai vu l'impulsion que l'homme a apportée. L'homme a apporté une impulsion nouvelle. On l'a décrié, on les a bloqués au niveau de la CDE, il a tenu, moi j'ai apprécié. Donc, quitte à quelqu'un d'autre de voir le verre à moitié vide, moi je vois le verre à moitié plein. Alors, Ashraf, certaines organisations de la société civile, je cite en l'occurrence le collectif Appel du 20 février pour sauver le Mali, estime que selon la Constitution, il n'est pas de la prérogative d'un gouvernement de transition d'organiser un tel référendum, parce que selon la Constitution, le référendum devait être organisé par un gouvernement démocratiquement élu. Voilà que c'est un gouvernement de transition qui a la charge d'organiser ce référendum, ce que rejette une partie de la population. Êtes-vous du même avis que ces organisations, ou pensez-vous comme certains que c'est un ouf de soulagement qu'on doit pousser parce qu'on avait reporté en masse, enfin c'est fait, on va pouvoir faire les référendums en juin? Moi je suis de ce que pense que la légalité constitutionnelle, disons,
revient forcément aux autorités civiles. Moi, parce qu'on a comme l'impression, moi je suis désolé, que les militaires qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui veulent créer une certaine cacophonie. Je ne sais pas s'ils ont pris le goût de l'expédition des affaires courantes. Ils ont aujourd'hui, ça rejette tout le pouvoir. Non, au fait, je crois qu'ils ont mené, je ne sais pas s'ils ont mené avec brio ou pas la transition. Aujourd'hui, il est temps de rétrocéder le pouvoir politique aux civils pour que ceux-ci puissent organiser un référendum constitutionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la question de la légitimité de l'organisation par les autorités militaires. Je crois que la Constitution doit être respectée dans la lettre que dans son esprit. Si la Constitution dans la lettre dans son esprit stipule que cette prérogative d'organisation d'un référendum revient à un gouvernement civil, pas un gouvernement, c'est un gouvernement démocratiquement élu. Maintenant, c'est qu'effectivement, ça pourra dire gouvernement civil. Et donc, du coup, on sait très bien que Assimi Goïta et ses frères d'armes sont arrivés au pouvoir par un certain nombre de circonstances, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été élus au suffrage universel direct. Donc, à partir de là, pour moi, ils n'ont pas la qualité pour organiser un référendum constitutionnel, tout simplement. Et donc, du coup, ils peuvent invoquer un certain nombre de raisons, comme les questions sécuritaires et tout. Oui, je trouve que ce sont des questions qui sont légitimes, mais je dis tout simplement qu'il faut respecter la Constitution. Vous le savez très bien que Assimi Goïta a cessé d'invoquer des dispositions constitutionnelles pour mener un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, il y a aussi... Qui évoque encore cette disposition constitutionnelle. Il ne peut pas aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a aussi des dispositions constitutionnelles qui lui désavouent cette qualité-là. Et donc pour moi, il est tenu de s'y conformer. Vous êtes du avis que donc le collectif du 20 février. Pour moi, oui. C'est-à-dire que la question sur le débat de la qualité d'Assimi Goïta, pour moi c'est un autre débat. Il y a aussi un autre débat vraiment qui me tient à cœur, monsieur Guillaume, je crois que je vais chuter par là. C'est la question de certains nombres de revendications de certaines confessions religieuses. Parce qu'aujourd'hui, la question de la laïcité, elle est mise en cause dans le texte, dans le projet de texte qui est proposé, où vous voyez un certain nombre de confessions religieuses qui estiment que le principe de la laïcité doit être retiré du projet constitutionnel. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je crois que depuis les années d'indépendance, disons la constitution de l'État malien, comme on le connaît aujourd'hui, la constitution même le dit très clairement, comme la constitution togolaise, la République malienne est un État profondément laïque. Et c'est ce que rejettent certains. C'est ce que rejettent certains, je le comprends très bien. Ce n'est pas parce que vous avez un pays où une bonne partie de la population est musulmane qu'on est obligé forcément d'être, disons, de créer un État religieux, entre guillemets. J'estime qu'aujourd'hui, le principe de la laïcité doit être sauvegardé et que ce soit la société civile ou les militaires, s'ils réussissaient à organiser le référendum. Ce que vous n'approuvez pas de je n'approuve pas. S'ils réussissaient à le faire, je crois que pour moi le défi c'est de sauvegarder le principe de la laïcité, parce que j'estime que la cohésion nationale passe inexorablement par ce principe-là. En tout cas, c'est ce qui est dans ce nouveau projet de loi, même s'il ne fait pas toujours l'unanimité. Robert Consigan, je vous repose la même question. Quel est votre avis? Le gouvernement de transition est-il peut-être, selon les circonstances, habilité à organiser ce référendum qu'il propose pour le 18 juin, ou comme le demande l'appel du 20 février et d'autres partis et d'autres organisations, il n'est pas de ses prérogatives d'organiser un référendum parce que ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu? Je ne pense pas que la deuxième suggestion tienne la route, parce que nous sommes dans un temps de crise. Le Mali est aujourd'hui esselé par la crise sécuritaire. Il y a un gouvernement de transition dirigé par des militaires qui, malgré la lourde charge sécuritaire et de défense de leur territoire qui repose sur leurs épaules, sont obligés alors de concéder quelque temps pour la réorganisation politique de la vie politique malienne. Aussi, la politique malienne était où? Quand la CEDEAO et la communauté internationale alors ont décliné une feuille de route à la même équipe d'Assimi Goïta. Une feuille de route qui contenait également alors l'organisation de ces élections constitutionnelles, du référendum, c'est-à-dire que réécrire la constitution malienne, la soumettre au référendum et puis passer aux autres élections pour passer la main. Aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas au fait le temps où on doit mettre la pression sur le gouvernement d'Assimi Goïta d'aller aux élections
au référendum, aux élections, parce qu'ils vont le faire avec combien de Maliens? Alors, quelles sont les zones du Mali qui vont aller aux élections, d'autant plus qu'il y en a là une grande partie du territoire malien qui aujourd'hui est entre les mains de l'ennemi. Je le disais dans mon introduction, l'AIGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, a dit que son dispositif est déployé sur 90% du territoire. Non, vous savez, ça c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Ça c'est 90%. À prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que le Mali n'a pas sous l'autorité. C'est-à-dire le pouvoir malien n'a pas sous son contrôle les 90% du territoire malien. C'est un tiers. Pas du tout. Un tiers. Pas du tout. Ça, tout le monde le sait. Mais je dis, ça sont des dialogues politiques. Les gens ont forcé le gouvernement d'Assimi Goïta d'adopter peut-être de ces langages-là, ne serait-ce que pour plaire à la communauté internationale au détriment de la sécurité malienne. Ça, c'est sûr. Est-ce que cette position ne remet même pas en cause donc l'organisation du référendum? Si les gars ont tenu un langage de vérité à l'entame de leur pouvoir pour vous demander qu'ils ont besoin de 5 ans. De 5 ans ou plus pour faire la transition. Vous avez dit niet, qu'il faut 24 mois. Or, tout le monde sait aujourd'hui que quand on parle du djihadisme dans un pays, quand on parle de terrorisme dans un pays qui est lié, qui est frontalier à la Libye, qui est frontalier à l'Algérie et tout, c'est un grand problème. Mais personne ne veut aider le Mali à s'en sortir. Mais on met seulement la pression sur les autorités de la transition pour organiser les élections et passer la main. Pour que, alors justement, ces Occidentaux puissent mettre quelqu'un, un civil là-bas, ne serait-ce que pour protéger leurs intérêts, alors en dépit du réel problème qu'est le terrorisme aujourd'hui. Alors, pour tout être humain qui a un cœur, qui sent peut-être, qui connaît la valeur de l'homme, on ne peut pas aujourd'hui faire pression sur le gouvernement Assimi Goïta d'aller aux élections. Aller aux élections avec qui? Maintenant même, moi je dis, même ces zones qui sont peut-être aujourd'hui, qui ont peut-être une petite sécurité, qui peuvent aller alors voter, contre ceux qui n'ont pas ce moyen-là, ils sont aussi des Maliens. Quand on prend Tombouctou, quand on prend Gao et autres, c'est des zones où il y a aussi des Maliens. Ce sont des Maliens qui vivent là-bas. Mais ils sont pris en étau par les terroristes, l'État islamique et tout. Et la situation devient de plus en plus calme. Il y a un autre problème encouragé par les Occidentaux. Les Occidentaux veulent passer par la Zawad pour créer une scission au Mali. Personne ne veut parler de ça. Alors moi je dis, est-ce que la communauté internationale même a pris avec recul la situation du Mali au sérieux? Sinon, on ne peut pas aujourd'hui faire pression sur le gouvernement d'Assimi Goïta d'organiser alors un référendum, ne serait-ce que pour valider ce projet de constitution qui est écrit. Ensuite, les politiques maliens, moi je dis c'est des lâches. La société civile aussi est lâche. Pourquoi je dis que ces deux facteurs-là sont lâches? Écoutez-moi, si vous aimez votre pays et que vous savez aujourd'hui que le problème prioritaire de votre pays, c'est tout faire pour faire revenir la sécurité et la paix, je crois quand même qu'on doit dépolitiser le débat et aller prêter main forte alors à ces militaires-là pour que l'ennemi puisse être neutralisé ou tout au moins repoussé alors loin des frontières maliennes. Aujourd'hui, il faut semblant de dire ok, il faut aller aux élections, il faut passer la main, mais passer la main à qui? ATT a passé la main. ATT, il est devenu civil, il a pris la main. Mais c'est pour cause de terrorisme, il a été mis sur le carreau. IBK est civil, il a pris la main. C'est pour cause de terrorisme, son mandat a été écourté. Alors, qu'on fasse ce sacrifice de 5 voire 10 ans pour permettre à ces militaires de dégager le terrorisme du Mali. Aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation où seul le militaire patriotique, qui a, je ne sais pas, qui a une sensation patriotique, qui est Assimi Goïta et toute son équipe, qui peuvent sortir le Mali du carcan dans lequel le monde occidental a plongé. Et puis, n'oubliez pas une chose. Plusieurs millions d'habitants, on ne peut pas placer l'espoir en une seule personne. Non, il y a toujours vous savez, le monde, c'est une seule personne qui a amené le péché dans le monde. C'est aussi une seule personne qui a enlevé ce péché du monde. Alors moi, j'ai dit, aujourd'hui, Assimi Goïta veut bien,
veut bien mettre fin au terrorisme, mais il n'a pas de soutien. Alors, en définitive, répondez à ma question. Êtes-vous pour le référendum le 18 juin ou contre? Comme c'est ça, les politiques maliens veulent, comme c'est ça la communauté internationale veut, Assimi Goïta va leur organiser le référendum. Parce que c'est eux qui lui ont donné le pouvoir. En situation de crise, il faut alors des solutions de crise. Voilà. Ok, d'accord. Ashraf, vous voulez réagir sur Je dis l'aspect? tout simplement que j'émets des réserves mais sur la pertinence même des thématiques qui sont retenues vraiment dans le référendum. Pas Non facile, seulement hein. je dis il faut sauvegarder le principe de la laïcité, mais pour moi, j'estime, je ne sais pas pourquoi le gouvernement malien fait abstraction quand même du thématique que je trouve quand même cruciale. Je veux parler de, disons, du type d'organisation administrative ou de la forme de l'État. La forme de l'État aujourd'hui, pour moi, doit faire partie du projet constitutionnel soumis à l'appréciation souveraine des Maliens. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement, l'État malien, doit toujours rester dans le schéma de l'État unitaire ou bien la constitution d'un État fédéral? Parce que, souvenez-vous bien que la plupart des revendications portées par ceux qui veulent la sécession de l'Azawad, oui. disent tout simplement que l'État unitaire a atteint ses limites. Oui. Qu'on ne peut plus continuer à administrer l'État avec un gouvernement central à Bamako. Et que les politiques publiques, avec cette forme d'organisation administrative, les politiques publiques ont du mal à impacter les populations. Et donc, il faut une constitution fédérale de l'État. Pour moi, c'est une thématique qui doit être retenue dans le projet. Mais ils ne l'ont pas retenu. Vous pensez qu'il faut plutôt accéder à la demande des mouvements de l'Azawad pour leur conférer une certaine autorité sur les territoires qu'ils administrent? Oui, dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution. Dans la Constitution, je trouve, oui, la sécession, elle est non négociable, mais je dis tout simplement qu'il faut revoir la forme de l'État. Comme vous l'avez dit, un transfert de compétences. Vous savez très bien que dans le monde... En tout cas, c'est ce qui est au sens de l'accord d'Alger, qui leur permet d'avoir une certaine... On pouvait le formaliser avec une thématique bien précise dans le projet constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Vous savez très bien que dans certains pays, il y a des régions qui ont un statut particulier. Vous avez par exemple en France, la Corse a un statut particulier. Mais la Corse, jusqu'aujourd'hui, fait partie, jusqu'à preuve du contraire, de la France. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une certaine sécession quand on commence comme ça? Quand on sait, non, l'histoire de la France n'est pas la même que l'histoire du Mali. Et quand on sait qu'il y a des gens qui ont déjà pris des armes et qui, avec le temps, avec les négociations, sont revenus à de meilleurs sentiments et qu'on arrive à leur conférer un tel pouvoir, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver un beau jour à la sécession carrément de l'État malien? Oui, quand vous me dites que l'histoire malienne n'est pas celle française, mais vous ne vous rappelez pas, les Corses n'ont pas plus les armes? Quand on parle d'Ivan Colonna et tous ces gens-là qui ont combattu le gouvernement les gouvernements successifs français. Effectivement, même en Espagne, on parle de la Catalogne. Aujourd'hui, ils sont dans le cadre de la régionalisation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une constitution fédérale. Vous n'oubliez pas non plus l'épisode Calais Puigdemont. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une situation comme ça où peut-être un beau jour on va voir un Mali partitionné en différents États? Le grand Mali qu'on connaît actuellement risque de disparaître. Oui, ce sont des craintes qui sont légitimes. Ce sont des craintes qui sont légitimes. Mais si on veut éviter des crises politiques permanentes, pour moi, j'estime qu'il faut revoir l'organisation administrative de l'État aujourd'hui. Pour moi, il faut un transfert de compétences beaucoup plus poussé, disons à certaines régions. Vous le savez très bien, même au Cameroun, il y a eu également un dialogue. C'est la guerre qui continue. Oui, c'est la guerre. Oui, non, c'est la guerre. Non, au fait, je crois que le gouvernement Biya fait vraiment preuve de mauvaise foi parce qu'ils ont promis des gens de ça, c'est vous qui le dites. Nous allons rester dans le cas du Mali. Ils ont promis de transférer des compétences beaucoup plus poussées, mais en réalité, le Cameroun fonctionne aujourd'hui. Est-ce que cela mérite qu'on prenne les armes contre son propre pays? Non, rien. Ok, d'accord. Revenons dans le cas du Mali. Revenons dans le cas du Mali. Rien ne justifie cela, mais je dis tout simplement que si on veut éviter des crises politiques permanentes, pour moi, la solution, c'est de poser la table. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à la phase de ce qu'on appelle la désuétude du système de l'État unitaire, parce qu'on l'a hérité de quoi? Le pouvoir l'État unitaire décentralisé, on l'a hérité de la France, parce qu'en 1982, la France a adopté cette organisation administrative. Et toutes les anciennes colonies, aujourd'hui françaises, ont adopté également l'État unitaire décentralisé. Je crois qu'au vu de la spécificité de nos communautés qui portent des revendications, nous avons le droit également de poser sur la table la question de l'organisation administrative de l'État et donner plus d'autonomie à certaines communautés. Que le Mali devienne un État fédéral. Oui, Awesso? Moi, je voudrais plutôt que les organisations de la société civile malienne puissent se pencher
sur le contenu, le fond de la Constitution que sur la forme qui doit organiser à l'intérieur. Est-ce que ce qui doit être soumis à référendum, le oui ou le non, est-ce que cela va dans l'intérêt du Mali? C'est ce débat que moi j'aurais bien aimé que les organisations de la société civile malienne puissent mener, que de chercher à savoir si les autorités maliennes, états militaires, peuvent conduire le référendum ou pas. L'intérieur. Et c'est justement ça qui pose problème, parce que comme l'a évoqué tout à l'heure Ashraf, l'intérieur même, ou bien certaines dispositions de cette nouvelle constitution ne font pas l'unanimité. Comment peut-on aller dire oui, voter pour ou voter contre quand on n'est pas d'accord sur le processus? Oui, alors là, ils sont bienvenus, hein, disons, elles sont bienvenues, les organisations de la société civile, elles sont bienvenues chez moi si l'intérieur de la Constitution porte à discussion, je suis avec eux. Mais si c'est pour encore remettre des bâtons dans les roues des autorités maliennes qui sont les militaires, l'objectif n'a jamais été de mettre le bâton dans les roues. Ça met un peu de bâton dans leur roue. Je rappelle à l'attention de nous tous et de nos chers téléspectateurs que la raison évoquée, c'est les dispositions constitutionnelles qui n'autorisent qu'un gouvernement démocratiquement élu à organiser, voilà justement, à organiser ce référendum. Le cas du Mali est un cas exceptionnel. C'est un cas à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Mali n'est plus un État normal comme les autres. Donc on ne peut plus faire les choses à la normale comme on pourrait le faire. Actuellement, on n'est pas aussi en train de promouvoir une certaine violation des tests constitutionnels. Et quand il s'agit, quand les âmes crépitent, vous voulez, quand il y a état d'urgence, on marche un peu sur les droits. Oui, on le sait très bien. On marche un peu sur les droits. C'est la raison que vous évoquez. Ma raison, c'est que le Mali vit une situation qui est hors de l'ordinaire. Donc, certaines choses qui vont se faire se feront aussi un peu hors de l'ordinaire. Si le référendum, le contenu est bien, alors parlons du contenu que de ceux qui doivent organiser ce référendum ou bien ceux qui ne doivent pas le conduire. Pour moi, cela ne vaut pas trop la peine de tergiverser. Laissons les autorités maliennes arriver à terme de leur, disons, du mandat qui leur a été confié, mais voyons le fond de la Constitution qui sera votée. La laïcité. Là, on dirait si on est pour ou si on est contre. Voilà, la laïcité, ça me tient aussi à cœur. Ok. Considérons, certaines organisations redoutent qu'à travers ces référendums, si on venait à l'organiser et qu'ils tenaient, ils redoutent une certaine partition du Mali en deux ou plusieurs États, parce qu'ils redoutent quand même qu'à travers ces référendums, on puisse unifier ou bien unir les fils et filles maliens. Est-ce que ce débat ne risque pas de prolonger les questions même d'organisation du référendum et peut-être déborder dans le temps qui a été imparti à la transition qui devait normalement finir en 2024? Justement, vous avez raison, c'est pourquoi tantôt j'ai taxé les politiques, certains politiques et certains membres de la société civile malienne de lâche, parce que il y a eu des assises nationales organisées à l'interne au niveau du Mali, et je crois ils ont pris des résolutions. Et c'est là qu'on a parlé également de l'organisation du référendum. Non, du référendum, même du retouche de la Constitution. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour alors réécrire cette Constitution-là. Ils étaient où quand alors tout ça se passait? Parce que la politique de la chaise vide amène à ça. Ils ont boudé. Il y a certains partis politiques qui ont boudé alors leur participation dans la commission de rédaction de la nouvelle Constitution. Ils auraient pu... Il y en a qui ont craqué la porte aussi après. Tout à fait. Ils auraient pu alors rester de bout en bout pour alors mettre leurs suggestions, ce qui alors réglerait peut-être le problème déjà. Comment aussi rester pour faire marcher ces suggestions quand on sait que les suggestions ne sont pas prises en compte parce qu'on est minoritaire? C'est une commission qui a été chargé de réécrire la Constitution. Alors, s'ils faisaient partie de cette commission-là, leurs idées doivent être prises en compte. Je parle du mouvement de l'Azawad, par exemple, dans pas claquer la porte. Non, ils ne devraient pas claquer la porte. Parce que quoi? Si aujourd'hui, il s'agit du Mali, alors tout le monde est intéressé. C'est quand on commence par faire alors la pâte qu'il faut alors participer à la quantité de l'eau qu'il faut mettre sur le feu.
Et alors, on peut beau La avoir... pâte est finie. Maintenant que la pâte est toute préparée, vous voulez quoi? On ne peut plus augmenter la quantité. Parce que quoi? S'ils avaient leurs revendications, s'ils avaient des idées à émettre, ils devaient participer à cette commission-là. Parce que tout ce que le déroulé du programme qui va mener à la transmission du pouvoir aux civils n'est pas seulement ne vient pas seulement du gouvernement Assimi Goïta. Non, c'est quelque chose qui a été concocté d'abord par les Maliens, chapeauté par la communauté internationale et soumis alors à la CEDEAO qui alors l'a adopté et je dirais même aujourd'hui la communauté internationale force le gouvernement Assimi Goïta à respecter alors le chronogramme qui est alors dédié à ça. Aujourd'hui, s'ils disent ce n'est pas ça ne revient pas, ce n'est pas de l'autorité d'Assimi Goïta de faire voter la constitution, qui le fera? Or, si vous voyez dans le programme qui a été décliné à Assimi Goïta, le référendum est le premier point. Le premier point qui mène justement aux autres élections. Alors, aujourd'hui, faut-il laisser cette affaire de référendum? Ce qui m'amène à ma dernière question à vous. Avec ce débat sur la tenue ou non du référendum, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une fin de transition difficile au Mali où on se rend compte finalement que peut-être parce qu'on a raté le référendum, on n'a pas mis en place le processus pour organiser des élections pour que les militaires cèdent le pouvoir aux civils? Vous savez, moi j'ai dit, dans cette affaire-là, les militaires auront toujours raison. Pourquoi ils auront toujours raison? Les militaires, de facto, ont voulu faire face à la crise sécuritaire. Et quand ils vont alors faire régner la paix et la sécurité au Mali, permettre à tous les Maliens de s'attaquer à la réorganisation de la vie politique malienne. Mais on ne leur a pas donné ce temps-là. Aujourd'hui, si certains Maliens trouvent que, ok, ce n'est pas le temps de voter la Constitution, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner plus de temps au gouvernement Assimi Goïta de régner. Parce que, vous savez, s'ils ne veulent pas que cette première étape... Pour vous, la fin de la transition passe forcément par l'organisation du référendum? Ah oui, puisque justement, quand cette constitution sera adoptée, après s'en suivront les élections peut-être locales, législatives et présidentielles. Okay, maintenant, si déjà on permet à ce gouvernement de faire faux pas sur l'organisation du référendum, je crois que c'est une porte ouverte à ce gouvernement-là de rester et de continuer par alors mettre les terroristes en difficulté. Achraf, si on rate l'organisation du référendum, est-ce qu'on ne risque pas aussi de rater la fin de la transition? Oui, je ne sais pas si le gouvernement Assimi Goïta le fait à dessein, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une sorte de réticence, ces gens-là, de céder, de respecter le... Et pourtant, c'est eux qui ont décidé d'organiser le référendum que vous rejetez, par exemple. Oui, effectivement, ils ont décidé disons, d'organiser le référendum. Je dis tout simplement que le régime d'exception, ou les circonstances particulières dans lesquelles aujourd'hui végète le Mali, ne doit pas être invoqué à chaque fois pour nous dire, oui, regarde des circonstances particulières, oui, on ne doit pas gérer ou prendre des résolutions publiques majeures comme si on était dans une situation normale. Oui, et quelle devrait être la conduite aujourd'hui? Moi, je dis tout simplement que le référendum est une question politique extrêmement grave et que si la Constitution stipule clairement que l'organisation du référendum ou des élections doit revenir à un gouvernement élu au suffrage universel, il faut respecter cela. Et cela ne remettra pas en doute les élections qu'il faut organiser aussi pour faire partie les militaires du pouvoir? Sinon, pas la prérogative d'organiser. Non, je dis tout simplement, non, il faut ou bien on aura une autre transition civile, il faut organiser les élections. Une petite transition civile, mais dans tous les cas, ce que je retiens, c'est-à-dire la finalité de mon raisonnement, c'est que l'organisation des référendums ou l'organisation des élections doit être la prérogative d'un gouvernement élu au suffrage universel. Et comment viendra ce gouvernement, puisque actuellement c'est un gouvernement militaire qui est là? C'est un gouvernement militaire qui n'ont qu'à respecter tout simplement la durée de leur transition. Eux, ils doivent respecter la durée de la transition sans respecter la feuille de route. Oui, effectivement, leur mission c'est de créer des conditions favorables à la réussite de ces élections. Et les conditions, selon la feuille de route établie avec la CEDEAO, passent, comme Robert Consigan l'a dit, par l'organisation du référendum. Oui, par l'organisation. Oui, effectivement. Mais M. Consigan, je suis quand même désolé, M. Consigan est le premier à décrire l'organisation
organisations sous-régionales ici sur le plateau, en émettant des réserves sur les vertus des propositions que l'institution sous-régionale, mais aujourd'hui découvre les vertus des propositions de la CEDEAO. Mais c'est ce qui m'étonne un tout petit peu. Je vous dis tout simplement qu'il faut donner cette prérogative-là à un gouvernement civil, parce que c'est ça, disons, le symbole d'un régime démocratique. Ok, le débat peut continuer. Je vous dirais, chers gens, s'il vous plaît, le temps est contre nous, président. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite.